Je voudrais en particulier aujourd'hui vous entretenir de quelque chose de bizarre, de quelque chose d'étrange que j'ai observé. Hier, le web a été rapidement envahi par des vidéos de patrouilles de l'armée malienne sur le ciel de toutes les villes du Nord, sur le ciel de toutes les régions du Nord. L'armée malienne a patrouillé hier amplement, de fond en comble, aller-retour, montant, descendant, dans le ciel du nord du Mali. Une série de patrouilles, non seulement parfaitement coordonnées, mais impressionnantes, magnifiques, professionnelles, des patrouilles de l'armée malienne dans le nord du Mali. À la base, un tel événement ne devrait pas d'effrayer la chronique. Un tel événement ne devrait même pas être au cœur de commentaires extraordinaires. Pourquoi? Parce que le Mali, c'est 1 241 238 km². Je recommence. Le Mali, c'est 1 241 238 km². Il s'ensuit que l'armée du Mali, État souverain, a le droit de patrouiller par terre, par fleuve et par air sur les 1 241 238 km² matin, midi, soir, minuit. Je recommence à marteler cette première idée. Si le Mali, tout le Mali, un et indivisible, c'est bel et bien 1 241 238 km², il s'ensuit que l'armée du Mali, peuple et pays souverain, a le droit de se balader du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, par les fleuves, par terre et par les airs. Cette armée a le droit de se balader à volonté, de se promener à volonté sur les 1 241 238 km². Écrivez ça. Écrivez d'abord ça. Parce qu'on ne peut pas avancer dans ce débat-là si on n'a pas d'abord écrit ça. L'armée malienne, pays souverain, a le droit de patrouiller par terre, par fleuve, parce que le Mali n'a pas de frontières maritimes, mais il a des fleuves. Il a des fleuves, il est traversé par des fleuves, notamment par le grand fleuve, le Djoliba, qu'on appelle encore le Niger. Ok? L'armée malienne a le droit souverain de patrouiller par terre, par fleuve, par voie fluviale, et par les airs sur les 1 241 238 km² de son territoire. Écrivez ça. Si vous n'avez pas écrit ça, le reste de l'émission aussi ne vous concerne pas. Celui qui n'écrit pas ça, il n'est pas concerné par la suite. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, laissez l'émission là. Mais si vous êtes d'accord avec ce que j'appelle la prémisse de mon raisonnement, c'est-à-dire la base à partir de laquelle on peut parler, partagez cette émission. Parce qu'il faut que les gens de la CEMA et leurs amis et tous les terroristes qui occupent illégalement et illégitimement le nord du Mali, il faut qu'ils voient cette vidéo et qu'ils réfléchissent. Parce que je vais leur donner un raisonnement limpide, un raisonnement logique, avec lequel ils pourront comprendre pourquoi ils sont proposés au repos éternel. Selon les mots du ministre de la Défense, le génie à l'écharpe, le colonel Sadio Kamara. Écoutez bien le raisonnement, vous, les terroristes de la CEMA. Écoutez bien le raisonnement. Le Mali, c'est 1 241 238 km². L'armée malienne a donc le droit de patrouille sur ces 1 241 238 km² le matin, à midi, le soir, la nuit, le jour, à minuit ou à 6 heures. Et du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. La base de cette conférence matinale, c'est d'abord la reconnaissance de la souveraineté concrète du Mali. Celui qui n'est pas d'accord avec ça, on n'a rien à discuter. Qu'il aille se mettre avec les terroristes de la CEMA, l'armée malienne va s'occuper d'eux.
Celui qui n'est pas d'accord avec le principe de la souveraineté du Mali, là, c'est pas la peine. Qu'il aille là-bas, se mettre avec les bandits de Kidal, et puis qu'il attende, l'armée malienne arrive. C'est tout. Parce que ça, là, il n'y a pas de débat dessus. Si tu doutes que le Mali est souverain, qu'il est un et indivisible, si tu doutes que le Mali a une armée, et que cette armée a le droit de patrouille sur les 1 238 000, 241 238 km². Si tu n'es pas d'accord avec ça, ok, va attendre l'armée malienne à Kidal. Va l'attendre avec les terroristes. Tu auras la réponse. Parce que, en fait, ce qui m'a énormément choqué, c'est l'attitude des gens qui négligent cette idée de base. Donc, l'armée malienne, c'est un fait banal, elle patrouille sur son territoire. Elle patrouille sur ces 1 241 238 km². Et puis, il y a des gens qui se mettent à cuiner. Ils piaillent. Il y a des gens qui jacassent. Hein, il y a des gens qui, tranquillement chez eux, se branlent médiatiquement. En voyant une armée souveraine faire son travail régalien. Hein, il y a des gens qui, vraiment, se mettent à croasser littéralement comme des grenouilles. Ah, il y a des gens qui couinent. Hein? Il y a des gens qui, il y a des gens qui trépignent d'impatience. Il y a des gens qui se démangent. Alors que l'armée malienne fait simplement son travail. Quand tu es un policier, un gendarme, un militaire malien, ton travail c'est quoi? C'est la sécurité et la paix de tous les 1 241 238 km². Ou bien, c'est ça ton travail. Et maintenant que le général Aliou Bouba Diarra possède une flotte aérienne digne de ce nom, capable de couvrir le ciel malien, quel est son travail? C'est patrouiller? Quel est le travail de l'armée de l'air du Mali? Le travail de l'armée de l'air du Mali, c'est d'assurer la sécurité de l'espace aérien malien. Et voilà donc l'armée malienne qui est juste en train de faire son travail. Et puis il y a des gens qui sont là. Oh, pourquoi l'armée malienne surveille le ciel malien? Ça, c'est quelle question? Cette question ne doit pas se poser. Car c'est une question tautologique, comme on le dit en philosophie. Une tautologie, c'est un raisonnement qui consiste à démontrer quelque chose qui est démontré même par le simple fait de raisonner sur cette chose. Quand tu dis que A est égal à A, tu n'as rien dit. Parce que tu avais déjà dit A. Donc quand tu dis armée de l'air du Mali, tu as déjà reconnu qu'il s'agit de la force chargée de patrouiller dans le ciel du Mali et au besoin de combattre dans le ciel du Mali pour la paix et la sécurité du Mali. Donc tu ne peux pas écrire la phrase suivante. Ah, c'est pas normal, l'armée de l'air malienne patrouille dans le ciel du Mali. Cette phrase-là ne peut pas s'écrire. Car l'armée de l'air malienne, sa fonction, dès que tu as dit armée de l'air du Mali, tu as reconnu que ce sont eux qui ont le droit de patrouille. C'est pour ça que je me suis dit ce matin, je vais commencer par marteler cette évidence. Armée de l'air du Mali veut dire force militaire chargée de patrouiller, de sécuriser et de combattre au besoin, en utilisant l'espace aérien souverain du peuple malien. Donc vous qui êtes à Kidal, là, qui continuez à faire votre malin, l'information que vous devez noter, c'est qu'il y a désormais de nouveau une armée de l'air malienne. L'information que vous devez noter, c'est que l'armée de l'air malienne est capable de patrouiller sur tout le ciel malien. L'information que vous devez avoir bien reçue, c'est que l'armée de l'air malienne est capable de combattre à partir de toutes les positions aériennes dans l'espace souverain du Mali. C'est une information élémentaire. Élémentaire. Si tu n'as pas noté ça, c'est que vraiment ton cerveau, il est juste fait pour décorer ta boîte crânienne. Ton cerveau est fait pour décorer ta boîte crânienne. Si ça là, tu n'as pas noté. C'est cette petite information que l'armée malienne a simplement tenu à donner à ceux qui en doutaient. Nous sommes désormais les maîtres de l'air. Maintenant, passons à la deuxième information. Qu'est-ce que ça signifie la maîtrise de l'air? Moi, je ne suis pas militaire de formation, mais je suis un autodidacte dans beaucoup de domaines. Donc, ici dans la maison, il y a des ouvrages de géostratégie, etc. J'ai appris en lisant dans les ouvrages de géostratégie militaire qu'il y a dans la maison, j'ai lu des choses, que celui qui contrôle l'air contrôle la terre. Celui qui contrôle le haut contrôle le bas.
en doctrine tactique et stratégique militaire, le contrôle aérien est la condition élémentaire pour la domination terrestre et même fluviale. L'essentiel des batailles terrestres aujourd'hui, dans l'art militaire contemporain, est précédé par des batailles aériennes. Je recommence la deuxième idée. Il faut qu'il note ça là-bas à Kidal. Celui qui contrôle le ciel contrôle la terre. Alors, pourquoi celui qui contrôle le ciel contrôle la terre? Parce qu'à partir d'une position aérienne, l'espace terrestre est réduit, ce qui facilite les frappes du ciel vers la terre. Plus vous vous élevez au-dessus de la terre, plus la surface de la terre se fait petite. Donc, quelqu'un qui a une position aérienne a une plus grande facilité d'atteindre n'importe quel point sur la terre que quelqu'un qui est sur terre. Voilà pourquoi dans les batailles militaires de notre époque, notamment depuis la naissance de l'aviation militaire, toutes les grandes batailles militaires sont précédées de campagnes, de batailles aériennes. Toutes les grandes batailles militaires sont précédées de campagnes de batailles aériennes. C'est-à-dire que les armées s'affrontent d'abord sur le terrain aérien. La bataille aérienne ayant pour but d'abord d'affaiblir suffisamment les positions de l'ennemi avant de faire avancer les troupes au sol. Celui qui contrôle donc le ciel contrôle la terre. Et je vais vous donner une illustration tirée de l'histoire récente militaire malienne. Qu'est-ce qui s'est passé en 2012-2013? En janvier 2013, le président intérimaire du Mali, Dioncounda Traoré, adresse une lettre au président français François Hollande. Dans cette lettre-là, faisant face à l'urgence liée à la progression des terroristes qui sont actuellement à Kidal, ils étaient en train de progresser ils voulaient progresser vers Bamako. Le gouvernement malien est confronté à une réalité, c'est que l'armée malienne ne dispose plus d'une armée de l'air. Elle n'a pas les moyens aériens. Donc, elle est dans une situation presque d'égalité. Elle est à égalité avec les terroristes, qui, bien sûr, eux-mêmes n'ont pas d'armée de l'air, mais qui ont une armée de terre. Et donc, l'armée malienne, n'ayant pas d'armée de l'air en 2013, s'adresse aux partenaires français. Et le président Dioncounda Traoré est très clair. Il demande à la France, via le président François Hollande, de bien vouloir apporter au Mali un appui-feu aérien. Écrivez l'expression. Le président Dioncounda demanda un appui-feu aérien. Et il demanda une deuxième chose, du renseignement militaire. Appui-feu aérien, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est apporté par des avions de guerre. Puisque le Mali n'avait pas d'armée de l'air, il sollicita l'aide de l'armée de l'air française. Ce qui veut dire que, à partir de 2013, le Mali abandonna sa souveraineté aérienne à l'armée française. Le ciel malien était, à partir de 2013, dès lors que Dioncounda avait fait appel à l'armée française, le ciel malien était devenu l'affaire de l'armée française. Le Mali, militairement, avait perdu sa souveraineté militaire aérienne. Or, si vous avez bien compris la notion de la supériorité aérienne, celui qui possède le ciel possède la terre. Donc, à partir de 2013, le Mali était de nouveau une possession française. Puisque l'armée de l'air française pouvait se balader à volonté dans le ciel malien, en fonction de ses propres intérêts et de ses propres objectifs, tout naturellement. Ce qui d'ailleurs s'est poursuivi jusqu'en début 2022, quand le Mali s'est plaint de la violation de son espace aérien par l'aviation militaire française. Vous vous en souvenez? 11 janvier 2022, le Mali s'en plaignait. Bon. Vous vous souviendrez aussi que la notion de renseignement militaire, dans le cas d'espèce en situation de guerre, elle renvoie notamment au renseignement par satellite. Les satellites qui sont placés en orbite autour de la Terre ont l'avantage de pouvoir filmer les positions. Et le Mali demandait à la France de bien vouloir lui donner un renseignement précis sur le positionnement des troupes terroristes. Donc vous voyez que le Mali était dans une double dépendance militaire envers la France parce qu'il n'avait pas d'armée de l'air et il n'a pas d'informations satellitaires.
Autrement dit, le Mali était confronté au non-contrôle du ciel. Ça, c'était en 2013. 10 ans plus tard, nous sommes au mois d'avril 2023. Le Mali a comblé son retard. Le Mali possède sa propre armée de l'air et, grâce à des alliés beaucoup plus coopératifs et beaucoup plus loyaux, le Mali possède son propre renseignement satellitaire. En temps réel, le Mali connaît la position de ses ennemis. En temps réel, le Mali peut avoir des données sur les mouvements de ses ennemis. D'ailleurs, vous avez vu, au Burkina Faso voisin, le rapport de force entre l'armée burkinabé et les terroristes a changé depuis que l'armée burkinabé possède quoi? Le renseignement aérien, le renseignement satellitaire. J'espère que vous comprenez que si l'armée burkinabé se faisait tailler facilement en pièces ces dernières années, c'est parce qu'elle n'avait pas le renseignement aérien. Elle n'avait pas le renseignement satellitaire. On ne le lui donnait pas. Vous avez bien compris que c'est parce que le Burkina Faso n'avait pas le contrôle du ciel burkinabé. Ce n'est pas lui qui contrôlait son propre ciel. Ce sont les armées françaises et otaniennes qui contrôlaient le ciel burkinabé. Depuis que Ibrahim Traoré a commencé à restaurer la souveraineté aérienne du Burkina Faso, depuis qu'il a commencé à restaurer le contrôle du renseignement satellitaire par le Burkina Faso, les terroristes sont transformés en viande pour charognard. Ça, vous avez observé. Mais c'est ce qu'on voit au Mali. Ce que Assimi Goïta, en 3 ans, a fait pour l'armée malienne, c'est qu'il lui a redonné ce qu'elle n'avait pas en 2013. Elle n'avait littéralement plus d'armée de l'air. Elle n'avait littéralement plus de moyens de renseignement aérien autonome. Or, si une puissance étrangère possède ces 2 éléments à votre place, vous êtes de fait une colonie militaire de cette puissance étrangère. Si une puissance étrangère contrôle votre ciel avec ses avions, si une puissance étrangère contrôle votre ciel avec son renseignement, vous êtes les vassaux de cette puissance. C'est clair pour tout le monde? En 2013, François Hollande en profita pour faire descendre au sol, contre l'avis des Maliens, 4500 hommes de l'armée française. Descendus au sol, combattant aux côtés de l'armée malienne pour libérer les villes de Tombouctou et de Gao, lorsque l'armée malienne voulut s'élancer vers Kidal pour prendre Kidal et écraser définitivement les terroristes d'Al-Qaïda, de l'État islamique et de la SEMA, que se passa-t-il? Il se passa tout simplement que l'armée française en empêcha l'armée malienne, allant même jusqu'à la désarmer. L'armée française protégea les terroristes de la SEMA, les terroristes de l'Azawad, les terroristes d'Ansardine et consorts, en empêchant l'armée malienne de recouvrer complètement sa souveraineté territoriale. Alors, aujourd'hui, l'armée française a quitté, depuis août 2022, elle a quitté le sol malien. Par conséquent, aujourd'hui, les terroristes qui continuent d'occuper la ville de Kidal ne bénéficient plus officiellement, ils ne bénéficient plus d'une couverture, ils ne bénéficient plus d'une armée qui serve en quelque sorte de tampon entre eux et l'armée malienne. Mieux encore, les terroristes qui occupent encore le nord du Mali ne bénéficient plus de la couverture aérienne qu'ils avaient quand le Mali n'avait pas d'armée de l'air. Désormais, ils sont donc doublement à nu. Ils sont à nu parce que l'armée malienne contrôle tout le ciel du nord. Et ils sont à nu parce qu'au sol, l'armée malienne a parfaitement les moyens de les rejoindre dans Kidal pour les traiter et recouvrer pleinement sa souveraineté. Bref, en fait, la bataille qui n'a pas eu lieu en 2013, elle se prépare. Elle se prépare. Et cette fois-ci, les terroristes qui sont à Kidal savent qu'ils ne bénéficieront pas de la couverture, de la protection, de l'interposition de l'armée française. D'où la panique générale. Et là maintenant, passons à la deuxième partie de cette conférence. Nous allons donc analyser les réactions d'un certain nombre de forces en présence, notamment la réaction de la SEMA des terroristes, d'une part, et d'autre part, la réaction de la MINUSMA, qui est très bizarre. Une réaction bizarroïde même. C'est incroyable qu'ils réagissent de cette façon quand l'armée malienne fait simplement des patrouilles sur le territoire malien. Les réactions
face à l'action normale de l'armée malienne. Dans la première partie, je vous ai montré que l'armée malienne s'est contentée de faire ce qu'elle a à faire. Vraiment, c'est banal ce qu'elle a fait. À la base, on ne devrait même pas en parler ce matin. C'est ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser de faire. On n'aurait jamais dû détricoter entre 1990 et 2021. On n'aurait jamais dû détricoter l'appareil militaire malien. Le Mali n'aurait pas connu tous les malheurs que nous voyons si, sous couvert du retour à la soi-disant démocratie, on n'en aurait pas profité pour désarmer le Mali et donner la parole aux politiciens bavards de Bamako, alors que le pays était abandonné à lui-même. Bon. Assimi Goïta et ses compagnons ont redonné au Mali un outil sérieux pour sa souveraineté, une armée, et notamment une armée de l'air. À la base, on devrait simplement les féliciter. Le monde entier devait applaudir quand on a vu la démonstration de la maîtrise du ciel du nord du Mali délivrée hier par l'armée de l'air du Mali. Tout le monde devait seulement applaudir. Le peuple malien applaudit, les peuples africains applaudissent, tous les peuples du monde entier devaient applaudir Assimi Goïta et ses compagnons. Mais non. Il y a quelques individus, quelques organisations bizarres qui ne sont pas contentes. Et c'est l'objet de cette deuxième partie. Les premiers qui ne sont pas contents, ce sont les rebelles et les terroristes de la SEMA et de la soi-disant Azawad. Ces gens-là avaient prévu de fêter aujourd'hui 6 avril leur soi-disant république de l'Azawad. Une entité fictive et démoniaque qu'ils ont inventée avec l'appui des impérialistes occidentaux pour tenter de prendre le contrôle des faramineuses richesses du nord du Mali en 2012. Ils avaient bénéficié de tous les médias de la France-Afrique. Ils avaient bénéficié d'une couverture en grande pompe de leur forfaiture. Ils avaient osé s'auto-proclamer République de l'Azawad le 6 avril 2012. Et ces individus comptaient, en ce jeudi 6 avril 2023, fêter, célébrer leur soi-disant déclaration d'indépendance. Et donc, le fait que l'armée malienne ait patrouillé hier est venu leur rappeler qu'il n'y a qu'un seul Mali. Et que l'Azawad, en réalité, c'est une fiction, c'est un mauvais rêve. Et qu'il n'y a pas de célébration de l'Azawad sur le sol malien. Et que le premier qui le fait va encourir la ferme, la ferme réponse de l'État souverain du Mali, de l'armée souveraine du Mali, dans des termes extrêmement durs. Alors ils se plaignent. L'armée de l'air malienne patrouille dans le ciel malien et eux ils se plaignent. Ils considèrent que c'est une provocation, une violation des accords d'Alger. Est-ce que c'est l'accord d'Alger qui prime sur la constitution du Mali? Est-ce que l'accord d'Alger prime sur la constitution du Mali? Est-ce que l'accord d'Alger a dit que l'armée malienne n'avait pas le droit de patrouiller sur le territoire malien? Est-ce que l'accord d'Alger interdit une zone du territoire malien à l'armée malienne? C'est écrit où? Moi j'ai lu l'accord d'Alger, je n'ai pas vu ça. Est-ce que l'accord d'Alger dit que le ciel du nord du Mali n'est plus le domaine souverain de l'armée malienne, de l'État malien? C'est écrit où? Donc ils sortent, ils disent que non, c'est une violation de l'accord. Donc l'accord d'Alger vous a donné une partie du Mali, quoi. Donc l'accord d'Alger aurait entériné la République de l'Azawad alors. Donc l'accord d'Alger vous aurait donné le contrôle de la terre, du ciel, des mers, des sous-sols du nord du Mali et que le gouvernement de Bamako, l'État unitaire malien n'ont plus rien à dire, quoi. C'est ce que pour vous l'accord d'Alger représente. Mais il y a une ressemblance bizarre entre cet accord d'Alger et l'accord de Minsk. On a découvert récemment que la Russie et l'Ukraine, sous l'égide des Occidentaux, ont signé en 2015 des accords de Minsk. Ces accords qui étaient supposés restaurer la paix et assurer vraiment la cordialité entre la Russie et l'Ukraine. Mais Mme Merkel et M. François Hollande ont été surpris en train de dire qu'au moment où ils signaient ces accords, ils savaient déjà que c'était juste pour prendre le temps de préparer la guerre contre la Russie. Oui, ils ont dit ça. On a retrouvé leur déclaration. De la même façon, on voit très bien que les rebelles de la SEMA, les terroristes qui occupent le nord du Mali, n'ont signé l'accord d'Alger. Ils n'ont signé cet accord qu'en attendant de faire la guerre contre les autorités maliennes
et de tenter d'arracher une portion du territoire malien pour en faire commerce pour eux-mêmes et leurs maîtres impérialistes occidentaux. Mais au fait, qui a vraiment cru en cet accord d'Alger? Celui qui y a cru, c'est lui qui est le plus naïf. Car on voit très bien que l'accord d'Alger n'a été pour les terroristes et les sécessionnistes qu'un moyen de gagner du temps, afin de mieux s'organiser pour continuer à occuper frauduleusement, illégalement, illégitimement le nord du Mali. Voilà la réalité, la preuve. Ils n'ont jamais voulu l'appliquer pleinement. Et ils estiment que l'accord leur donne la souveraineté aérienne, la souveraineté terrestre, la souveraineté sur le sous-sol, même la souveraineté diplomatique. Ils estiment même que l'accord leur permet de se proclamer république à l'intérieur d'une république. Vous voyez comment ils ont compris l'accord? Donc vraiment, est bien naïf celui qui a cru que l'accord d'Alger était sincère de la part des terroristes. L'État malien qui a signé cet accord doit sans doute avoir su très tôt que cet accord n'était qu'une phase intermédiaire dans un combat plus long. Et c'est cela que nous constatons aujourd'hui. Donc, la SEMA et puis les terroristes, ils se plaignent pourquoi? Ils se sont installés là-bas par la force. Et tous les Maliens, toutes les Maliennes instruits, les Maliennes et les Maliens instruits, savent que la SEMA et les terroristes ne quitteront Kidal que par la force. Ils n'appliqueront jamais de bonne foi le moindre accord politique. Parce qu'ils ont été incrustés dans le Mali par la force, afin de mettre la main sur les richesses maliennes, afin d'empêcher le Mali de devenir ce qu'il mérite d'être, l'un des États les plus prospères au monde. Ils ont été incrustés dans le nord du Mali pour empêcher la prospérité de l'État malien, la paix et la sécurité de l'État malien, la naissance d'un État puissant. Il était question de l'empêcher. Et ils ont été armés, ils ont été infiltrés pour cela. Il s'ensuit qu'aucun accord militaire ne les amènera à bouger parce qu'ils ne sont pas venus par accord militaire. Ils sont venus dans le cadre d'un plan délétère, d'un plan pervers. Donc, qu'ils se plaignent que l'armée malienne, eh bien, retrouve sa souveraineté aérienne, à la limite, on devrait s'en foutre complètement. L'armée malienne doit continuer son œuvre. Mais il y a une deuxième plainte qui m'a intrigué. Alors que les terroristes et les sécessionnistes de la SEMA, de l'Azawad se plaignent, ça c'est normal. De toutes les façons, ils savent très bien que cette affaire-là, elle va se résoudre militairement. Ils vont être délogés par la force. Puisqu'ils sont venus par la force. Ils ne sont pas venus par le droit. C'est comme ils sont venus, c'est comme ça qu'ils vont partir. Jamais ces gens-là ne se soumettront au droit, ils n'ont rien à foutre du droit, sont des bandits, sont des terroristes, sont des mercenaires. Ils ne sont pas là pour créer ou participer à la construction d'un état de droit, non. Ils ont été chargés de troubler le Mali, de déstabiliser le Mali. Ils ont été chargés de maintenir le Mali dans l'angoisse, dans la souffrance, pour que le Mali ne devienne jamais une grande puissance, dans le cadre de la théorie de l'ordre par le chaos, ou du chaos maîtrisé, qui est la marque déposée du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. La même théorie qui explique qu'on ait détruit la Libye, facilité l'invasion du Sahel. C'est cette théorie qui explique qu'on est incrusté des terroristes dans le nord du Mali pour maintenir le Mali dans la fragilité et imposer donc des conditions de coopération économique internationale, de coopération politique internationale défavorables au Mali. C'est exactement la même logique. C'est cette logique qui est appliquée contre le Burkina. C'est cette logique qui est appliquée contre la République démocratique du Congo, contre le Cameroun, contre le Nigeria, contre le Tchad. Toute l'Afrique est fragilisée intentionnellement, car c'est la condition pour la forcer à brader ses richesses pour les grandes puissances impérialistes occidentales. Point barre. Celui qui ne le sait pas, son cerveau chôme dans sa tête. Celle qui ne le sait pas, son cerveau chôme dans sa tête. La déstabilisation de l'Afrique est une variable structurelle de la politique occidentale en Afrique. Je regardais très tôt ce matin une vidéo célèbre d'une conférence internationale sur la sécurité délivrée à Dakar, je pense autour des années 2016. À cette conférence est intervenu le président Idriss Déby. Dans un moment de vérité crue, Idriss Déby dit, mais le nœud du problème, c'est l'OTAN.
C'est l'OTAN qui a détruit la Libye et qui a déstabilisé l'Afrique. Et il va plus loin. Si on veut résoudre le problème de la déstabilisation du Sahel, du Cameroun, du Tchad, du Burkina, du Mali, etc., il faut que ceux qui ont créé le problème participent à la solution. Voilà le raisonnement du président Déby. Et il parlait devant les ambassadeurs des pays de l'OTAN qui étaient assis face à lui.